Chaque mois, retrouvez 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction. Et c'est en direct sur MRG Hits et MRG TV jusqu'à 21h. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre rendez-vous politique en direct sur MRG Hits et MRG TV. Pendant une heure, comme chaque mois, on tente de décrypter la politique de manière simple et accessible à tous. Avec moi ce soir, Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardona. Au programme, ce soir, nous recevons, comme chaque mois, un observateur de la vie politique dans notre séquence L'Observatoire de l'actu. Après Jean-Michel Apathy, le mois dernier, ce soir, notre observateur de l'actualité est le journaliste politique Bruno Jeudi, que vous pouvez voir quotidiennement sur BFM TV. Nous lui demanderons notamment ce qu'il a retenu dans l'actualité politique de ce mois et qui est au top et qui mérite un flop. Et comme chaque mois, vous avez droit à 2 salves de Face à la bande. Notre premier invité à 20h07 est le président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, transfuge de la France Insoumise et désormais également membre du bureau national du Rassemblement National et porte-parole du parti. Andrea Cotarac est notre invité. Nous lui demanderons comment éviter les possibles coupures de courant cet hiver et nous reviendrons sur une nouvelle polémique provoquée par le député Grégoire de Fournas. Et à 20h27, c'est la conseillère régionale d'Île-de-France et porte-parole du Parti Socialiste Dieynaba Diop qui sera avec nous. Avec elle, nous reviendrons bien évidemment sur ce Parti Socialiste phagocyté par la NUPS et nous lui demanderons si elle estime faire partie de cette fameuse NUPS. Réagissez sur les réseaux sociaux aux propos de nos invités, posez-leur des questions, puisque ce soir, vous le savez désormais, vous êtes le 6e membre de la bande. Je relayerai certaines de vos questions. Et si vous nous écoutez en radio, nous sommes aussi en télé, et ça se passe sur tv-mrg.com. C'est parti pour 20h l'invité, le rendez-vous politique de la rédaction, et on est en direct, évidemment. Et avant de commencer, qu'est-ce qui nous attend en ce mois de décembre? Quentin Leport, c'est désormais vous qui vous en occupez chaque mois. L'agenda politique. Bonsoir Quentin Leport. Bonsoir Benjamin. Et on commence avec le congrès du parti Les Républicains qui débute demain à 18h et se termine dimanche à la même heure. L'objectif, élire le nouveau président des Républicains. 3 candidats s'affrontent: Aurélien Pradier, député du Lot, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, et Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée et président du groupe LR au Sénat. Le second tour aura lieu les 10 et 11 décembre, si aucun des candidats ne remporte plus de 50% des suffrages. Une course à la présidence marquée notamment par l'avance d'Éric Ciotti dans les intentions de vote et qui a reçu publiquement le soutien de Laurent Wauquiez mercredi. Certaines divergences subsistent. Les candidats se donnent tous trois pour objectif, en cas de victoire, de faire émerger de nouvelles idées pour leur parti qui seraient claires, populaires et audibles. Elles ne doivent ainsi leur permettre à terme de renouer avec la victoire, bien évidemment. Bien sûr. La prochaine échéance électorale déterminante pour LR, ce sont les élections européennes 2024. Si 45% des sympathisants des Républicains souhaitent une alliance avec Emmanuel Macron, les 3 prétendants ont rejeté cette idée durant la campagne. Ils refusent également une éventuelle union des droites. Éric Zemmour réunit ses partisans dimanche à Paris. Il tiendra un meeting au Palais des Sports pour célébrer la première bougie de son parti. Il s'agit d'un des rares événements de grande ampleur pour Reconquête ces derniers mois. Le parti d'Éric Zemmour peine à exister sur la scène politique et continue à prôner l'union des droites. Le 10 décembre, c'est le second tour du congrès du parti Europe Écologie Les Verts. Marine Tondelier est arrivée largement en tête le 26 novembre lors du premier tour du congrès avec 47% des voix. Elle est issue du courant majoritaire dans la lignée de Cécile Duflot, David Cormand et Julien Bayou. Face à elle, Sophie Bussière, soutenue par Yannick Jadot, et Mélissa Camara, soutenue par Sandrine Rousseau, n'ont obtenu que 18,07 et 13,54% des voix. Cette campagne est marquée par des divisions idéologiques au sein du parti. En cas de victoire, la nouvelle secrétaire nationale devra travailler à retrouver de l'unité dans le parti. L'objectif est d'éviter notamment que de nouveaux courants n'émergent. Le 13 décembre se tient à Paris, à l'initiative d'Emmanuel Macron et avec tous les pays du monde qui y sont associés, une conférence pour la résistance et la résilience du peuple ukrainien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ne pourra pas faire le déplacement et sera en visioconférence. Son épouse, elle, sera présente lors de cette conférence aux côtés du président de la République et du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Cette initiative internationale est destinée à soutenir la résilience civile du pays tout au long de la période hivernale. Il faut comprendre par là que la France manifeste son soutien à la population ukrainienne à l'approche de l'hiver, à l'heure où la guerre continue. Ce soutien s'inscrit dans la continuité de l'aide qu'apporte l'Hexagone à l'Ukraine depuis le début du conflit. La France a annoncé mardi prêter 100 millions d'euros à Kiev. Cette somme s'ajoute aux près de 300 millions d'euros octroyés au début du conflit en mars.
13 décembre toujours, le Sénat examine un projet de loi en séance publique. Il porte sur diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne. Les domaines concernés sont l'économie, la santé, le travail, les transports et l'agriculture. Ce projet de loi transpose ou permet de rendre conforme le droit français avec 6 directives et 6 règlements que l'Union européenne a adoptés dans plusieurs domaines ces 3 dernières années. Ces domaines sont notamment la protection des consommateurs et des épargnants, le droit des voyageurs, un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents et des proches aidants ou encore l'accessibilité à Internet. Les 15 et 16 décembre se tiendra le Conseil européen à Bruxelles. L'IRA devrait être au cœur des discussions des chefs d'État et de gouvernements européens. Certains responsables européens jugent ce plan protectionniste car il favorise le Made in USA et risque de défavoriser largement l'économie européenne. Les Américains pourraient ainsi beaucoup moins recourir à ce qui vient d'Europe. L'Inflation Reduction Act est un plan entré en vigueur en août dernier et qui vise à réduire les coûts pour les Nord-Américains dans divers secteurs. Il comprend des investissements massifs dans le secteur de l'énergie et en faveur du climat et principalement des subventions pour les véhicules électriques, les batteries et les projets d'énergie renouvelable. Eh bien merci Quentin, tous les rendez-vous sont pris. L'agenda politique. 20h07 sur MRG. Avant la fin de l'émission, le journaliste politique Bruno Jeudi est notre invité. Il est notre observateur de l'actu. Vous connaîtrez ce qu'il retient de l'actualité du mois. Avant ça, il est grand temps de retrouver notre première invité politique. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Aujourd'hui, Andrea Cotarac, vous êtes face à la bande. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président du groupe Rassemblement National au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. En 2017, vous vous engagez pour la France Insoumise et vous faites même partie de l'équipe de campagne de Jean-Luc Mélenchon. En 2019, vous rejoignez le Rassemblement National. Grand écart donc. Votre intégration au Rassemblement National se poursuit puisque depuis le début du mois de novembre, vous avez été élu au bureau national du parti, désormais dirigé par Jordan Bardella. Et pour être complet, je précise que vous êtes l'un des porte-parole du parti. Et pour cette première partie de Face à la bande, Andrea Cotarac, je vous confie à Axel Rebaud. Andrea Cotarac, les Français doivent se préparer à des coupures de courant ponctuelles cet hiver. Qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter ça aujourd'hui ? D'abord, juste pour corriger, j'ai pas fait le grand écart en passant de la France Insoumise au Rassemblement National. Je fais le grand écart si vous considérez que la gauche et la droite existent toujours. Moi, je considère que ce clivage n'existe plus et qu'il s'agit en ce moment de mondialistes face à des localistes et des nationaux. Ça, c'est juste pour la petite correction. Concernant les coupures d'électricité, ça a une raison, ça a une cause. La cause, c'est la politique évidemment d'Emmanuel Macron. Il ne s'agit même pas de l'Ukraine en France en tout cas, puisque nous avons une énergie nucléaire. Mais alors, Andrea Cotarac, le gouvernement a fait les erreurs, d'accord, mais aujourd'hui, là, on en est là. Comment on fait aujourd'hui pour changer ça, pour empêcher ces coupures ? Qu'est-ce qu'on fait ? D'abord, je termine simplement, puisque l'erreur à la base, pour pouvoir proposer des solutions, il faut avoir un diagnostic, un peu comme un médecin. On diagnostique d'abord un corps pour trouver des solutions. La solution, elle est très simple, et d'ailleurs, l'un des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron, le maire de Poissy, a indiqué, par exemple, qu'Emmanuel Macron a fait une énorme erreur sur la fermeture de Fessenheim. On a une énorme erreur, vous avez parlé d'Europe Écologie Les Verts et de Marine Tondelier, une énorme erreur de la part d'Europe Écologie Les Verts et de la NUPES, qui nous explique à chaque fois... D'accord, Andrea Cotarac, mais ça c'est pas ma question. Ça c'est pas ma question. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour les... Là, vous apportez pas de solution pour les Français. Non, j'apporte un diagnostic. Oui, mais c'était pas ma question, Andrea Cotarac. Clair, la solution, c'est l'énergie nucléaire. Il faut multiplier le nombre d'EPR. Il faut arrêter avec ces sanctions, notamment vis-à-vis de l'Ukraine. Andrea Cotarac, la question d'Axel. Excusez-moi, je termine simplement. Mais vous ne répondez pas à la question. Vous ne répondez pas à la question. La question, Andrea Cotarac, c'est qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? C'est qu'est-ce qu'on fait pour cet hiver ? La solution que je vous dis, mais c'est ce que je vous dis. On sort du marché de l'énergie au niveau de l'Union européenne. Et ça va nous donner de l'électricité pour cet hiver ? Qui en réalité est un marché qui explose le prix de l'électricité dans notre pays, d'une part, et d'autre part, c'est un marché qui est créé artificiellement. Andrea Cotarac, là on a surtout des si on avait, mais ça n'empêchera pas les coupures cet été. Vous parlez du nucléaire qu'il faut multiplier. Aujourd'hui, on a 56 centrales nucléaires dans l'Hexagone. On en a 23 qui sont à l'arrêt actuellement. Donc même si on en avait multiplié, ça ne serait pas suffisant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Là, vous nous dites que vous n'avez pas de solution, donc. Excusez-moi, monsieur, ça fait 20 ans qu'on a la solution, ça fait 20 ans qu'on la répète et ça fait 20 ans que les gouvernements successifs se trompent. Donc c'est d'abord vis-à-vis d'eux qu'il faut dire qu'ils se sont trompés et ensuite venir chez nous chercher les solutions. Mieux vaut tard que jamais. Pour l'instant, vous n'en avez pas pour les Français qui vont avoir des coupures cet hiver. Est-ce que je peux finir ?
Puis-je finir une phrase ? Donc, je vous dis que c'est d'abord vis-à-vis des gouvernements, notamment socialistes, écologistes et macronistes, qu'il faut aller râler en disant qu'ils n'ont pas de solution. Ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation-là, premièrement. Deuxièmement, il faudrait un petit peu écouter ce que dit le rapport du GIEC, ce que disent les élus du Rassemblement national, à savoir qu'il faut multiplier et accentuer l'énergie nucléaire dans notre pays, ce qu'ils n'ont pas du tout fait, puisqu'ils ont fait le contraire. Ils ont fermé les centrales. Donc aujourd'hui, la centrale à charbon qui rouvre en Moselle, c'est une bêtise selon vous, Andrea Cotarac ? Je n'ai pas entendu ce que vous me dites puisque vous m'avez coupé la parole. La centrale à charbon qui est en train de rouvrir en Moselle à la demande du gouvernement, c'est une bêtise selon vous ? Mais c'est tout simplement la conséquence d'une politique absolument néfaste et crétine qu'a mené le gouvernement Macron, qui a suivi bêtement l'énergie et la politique stratégique allemande, à savoir de limiter l'énergie nucléaire. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne ? Ils ont réouvert nombre de centrales à charbon. Bon, bonjour l'indépendance, puisque le charbon, à ma connaissance, il n'y en a plus vraiment dans les parages. Et deuxièmement, c'est une énergie, le charbon, qui est absolument néfaste pour l'environnement, comme le disent les rapports du GIEC. Donc ma réponse et ma solution, c'est de faire ce que dit le Rassemblement national depuis des dizaines et des dizaines d'années, à savoir promouvoir l'énergie nucléaire, qui est absolument un pôle d'excellence français. Le génie français a encore beaucoup à prouver, notamment dans la gestion des déchets. Donc la solution, c'est ça. Donc pas de solution pour cet été directement en tout cas. J'aimerais parler d'écologie avec le Rassemblement national, avec vous, Andrea Cotarac. J'aimerais qu'on parle d'écologie. Vous avez dit oui au RN, on est tous écologistes, et dans le même temps vous expliquez que le parti doit faire sa révolution écologique. Alors ça veut bien dire que pour l'instant il n'y a pas de conscience écolo dans le parti, vous comptez la créer? Non, je crois que le Rassemblement national est depuis maintenant des années le premier parti écologiste de France, à savoir que nous avons contré et nous sommes toujours opposés à ces traités de libre-échange qui sont en réalité la cause d'un dérèglement climatique. On parle beaucoup en ce moment de l'énergie aérienne, des jets privés. En réalité, personne ne parle du transport maritime, notamment des supertankers. À l'heure actuelle, le gouvernement d'Emmanuel Macron, accompagné par certains verts, soutiennent par exemple le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et on a des lobbyistes qui viennent nous expliquer que le mouton néo-zélandais a un bilan carbone bien meilleur que celui qui est produit ici chez vous, en face de chez vous en Auvergne. C'est totalement stupide. Donc le Rassemblement national a une vision localiste. Il faut produire chez nous ce que nous pouvons faire. Il faut accentuer sur la qualité de nos produits. Il faut arrêter ces sanctions absolument débiles, notamment sur le gaz naturel, c'est-à-dire sanctions globales. Pourquoi ? Parce que ça a pour conséquence d'importer du gaz naturel liquéfié qui est bien plus polluant que le gaz naturel. Andrea Cotarac. D'autre part, nous sommes Andrea Cotarac, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. J'aimerais avoir votre avis sur Grégoire de Fournas. On n'a plus beaucoup de temps, j'aimerais avoir juste votre avis sur Grégoire de Fournas qui a une nouvelle polémique après qu'il retourne en Afrique. Il a fait la promotion de son vin via des moyens de communication d'élus. Est-ce qu'il a encore sa place au RN ou est-ce qu'il dérange ? D'abord, la polémique sur le bateau et non pas sur le député est une polémique totalement instrumentalisée par la France insoumise, suivie par le gouvernement, puisque le bureau de l'Assemblée nationale, tout comme les huissiers, indique qu'il ne parlait pas du député, mais bien évidemment des bateaux. Maintenant, qui a intérêt à accueillir des migrants, des sous-prolétaires mal payés ? C'est évidemment le patronat européen. D'ailleurs, vous le voyez dans les référendums en Suisse, pour ou contre l'immigration. Ceux qui sont pour, ce sont les Che Guevara de pacotille de SOS Méditerranée et les 12 organisations patronales les plus puissantes de Suisse. Voilà, le peuple, lui, est opposé. Pourquoi ? Parce que il considère que les emplois prétendument non pourvus seront pourvus si il y a une augmentation des salaires. Vous prenez l'exemple en Grande-Bretagne, lorsque Maureen Johnson a mené une politique d'immigration drastique, c'est-à-dire pour stopper l'immigration, eh bien les salaires, notamment des emplois au bas salaire, ont augmenté de 7 à 8%. Donc vous voyez, le parti social, le parti écologiste, c'est bien évidemment le Rassemblement national. Andrea Cotarac, merci. Restez bien avec nous. Je rappelle que vous êtes l'un des porte-parole du Rassemblement national. Et on se retrouve très vite pour que vous affrontiez la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans un instant sur MRG Hits et MRG TV, nous recevrons notre deuxième invité politique. Il s'agit de Dieynaba Diop, la porte-parole du Parti Socialiste. Posez vos questions à Dieynaba Diop sur les réseaux sociaux avec le hashtag MRG. Avant ça, Face à la bande continue. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Deuxième partie de Face à la bande avec vous, Andrea Cotarac. Je rappelle que vous êtes président du groupe Rassemblement national au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et que vous êtes l'un des porte-parole du parti. Il est temps pour vous d'affronter notre équipe de journalistes. Raphaël Bardona, c'est vous qui posez la première question.
Plus de 20 députés du RN ont voté contre l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement. Marine Le Pen, elle, n'a pas participé au vote. Andrea Cotarac, pourquoi autant de membres de votre parti, en faisant ce choix, souhaitent laisser une porte entrouverte à un possible recul majeur du droit des femmes ? Je pense que vous avez mal analysé la situation. C'est qu'en réalité, c'est Marine Le Pen qui a proposé de constitutionnaliser l'IVG tel qu'il existe dans la loi, c'est-à-dire dans la loi Veil. Avec 14 semaines, certes, c'était 12 dans la loi Veil, c'est elle qui l'a proposé. Et je vous rappelle que vous parlez de 22 personnes qui ont leur conscience libre, comme dans chaque parti, dans chaque mouvement. Vous savez qu'il y a 89 députés du Rassemblement national qui ils sont favorables, avec sa présidente en tête. Donc c'est pas tout à fait vrai ce que vous racontez, d'une part, et d'autre part... Sauf que la réalité, c'est que la présidente n'a pas voté. Marine Le Pen n'a pas voté. C'est elle qui l'a présenté. C'est elle qui a présenté... Pourquoi l'avoir présenté et ne pas l'avoir voté alors ? Non. Elle a proposé sa proposition de constitutionnaliser la loi Veil telle qu'elle existe aujourd'hui dans la loi. Ensuite, on a eu la France Insoumise qui a proposé quelque chose sur l'IVG, de constitutionnaliser cela, mais sans condition. C'est-à-dire que c'est pas vraiment la loi Veil. Nous sommes tenus à 14 semaines, à ce droit inaliénable pour nous aux femmes à disposer de leur corps, mais certainement pas à avoir une inconditionnalité de l'IVG. Andrea Cotarac. C'est un peu différent à ce que vous dites. Andrea Cotarac, prochaine question signée Adrien Hardy et elle concerne les violences conjugales. L'Assemblée nationale a adopté jeudi 1er décembre une loi pour lutter contre les violences conjugales à l'initiative du député LR Aurélien Pradié. Qu'est-ce que le RN propose concrètement sur cette question, les questions de la violence conjugale ? Écoutez, moi-même à la région, j'avais proposé un plan Marshall pour protéger les femmes contre les violences conjugales. C'est d'abord juridique, c'est judiciaire, c'est un téléphone d'urgence, c'est se rapprocher de ce qui se passe en Espagne avec des solutions juridiques qui sont efficaces, efficientes et qui sont immédiates. Car voyez-vous, lorsqu'une femme a le courage d'aller porter plainte, encore faut-il qu'ensuite qu'elle revienne au foyer. Donc il faut par exemple mettre à disposition un appartement ou quelque chose qui fait qu'elle soit protégée le temps de l'enquête. L'enquête doit ensuite être extrêmement rapide, parfois sous 48 heures, parfois très vite, et faire en sorte que le mari violent, ou en tout cas présumé violent, ne s'approche pas d'elle, c'est-à-dire qu'elle soit en pleine sécurité, en toute sécurité. C'est le système espagnol qui s'en rapproche, c'est-à-dire une efficacité, une réactivité de la justice qui soit bien plus rapide que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Andrea Cotarac, et l'Espagne est véritablement un modèle. Merci Andrea Cotarac. Prochaine question signée Quentin Leport et elle concerne le fameux plafond de verre du Rassemblement national. Andrea Cotarac, le Rassemblement national dispose désormais de 89 députés à l'Assemblée nationale. Le plafond de verre qui collait à la peau de votre parti est désormais de l'histoire ancienne ? Bah oui, c'est de l'histoire ancienne puisqu'apparemment elle fait 10 points tous les 5 ans, donc on était à 42-43. Je pense, je suis d'ailleurs convaincu et persuadé que la prochaine fois, le camp du peuple, celui des ouvriers, celui des prolétaires, des déshérités, la France active, qui vote déjà majoritairement pour Marine Le Pen, eh bien, arrivera au pouvoir pour mener une politique d'intérêt général et non pas une politique au service de McKinsey ou de BlackRock. Andrea Cotarac, la prochaine question est une question qui a été posée sur les réseaux sociaux par Mathieu de Paris. Est-ce qu'elle vous manque, Marine Le Pen, à la tête du RN, Andrea Cotarac ? Alors, j'ai pas entendu la question, ça a coupé. La question est signée Mathieu de Paris et Mathieu vous demande si Marine Le Pen vous manque à la tête du RN. Bah écoutez, Jordan Bardella, je crois, a fait ses preuves et puis il ne s'agit pas d'une opposition entre Jordan et Marine, il s'agit véritablement d'un duo et d'un duo plutôt gagnant puisque Jordan était en tête aux élections européennes. Marine Le Pen lui a fait confiance, elle a choisi un jeune. Donc Marine Le Pen a besoin de Jordan Bardella. Marine Le Pen et Jordan Bardella sont un duo et je crois que Marine Le Pen n'est pas la présidente d'un parti mais véritablement a vocation à être la présidente de la patrie tout entière, de tous les Français au-dessus des partis. La prochaine question, Andrea a signé Axel Rebaud et qui va vous parler de la 9e vague du Covid. Le Covid repart à la hausse. Elisabeth Borne préconise aux Français de remettre le masque au sein des transports en commun. Est-ce que vous remettez le masque, vous, dans les transports en commun, Andrea Cotarac ? Non, mais moi je lui préconise plutôt d'augmenter le salaire des soignants qui est aujourd'hui 10% moindre que la moyenne européenne dans laquelle il y a la Bulgarie et la Roumanie. Je lui conseille de mettre des lits d'hôpitaux en train de supprimer. Je lui conseille de mettre des directeurs de service à la tête des hôpitaux et non pas des comptables de province qui mènent l'austérité, ce qu'ils sont en train de faire depuis la loi Bachelot.
Andrea Cotarac, prochaine question signée Raphaël Bardona et elle concerne vos ambitions. En 3 ans, vous avez réussi à atteindre le bureau national du RN, la présidence du parti. Est-ce que ça fait partie de vos envies futures ? Non, moi je suis à la place à laquelle je suis. J'en suis fort heureux de travailler pour le peuple français, pour sa défense, pour la défense des actifs, de ceux qui travaillent et qui votent déjà majoritairement pour nous. Voilà ma réelle ambition. Andrea Cotarac, prochaine question signée Adrien Hardy et elle concerne des alliances potentielles pour la prochaine échéance politique que sont les européennes. Lors des élections législatives, Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, souhaitait faire une alliance avec le Rassemblement national, une union que votre parti avait refusée. Elle pourrait se faire, cette alliance aux européennes ? Moi, en fait, l'alliance et la majorité, on veut l'avoir auprès des Français. Vous savez, il y a un sondage de Sciences Po Paris, je crois d'ailleurs c'est le seul, qui indique que 7% des Français font confiance dans les partis politiques. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils ne votent pas, ça veut dire qu'ils ont du mal peut-être à adhérer ou à faire un don, un prêt à un parti pour une campagne. Donc je crois véritablement qu'on doit changer la formule, c'est ce qu'on essaye en train de faire, notamment avec Marine au-dessus des partis, à savoir de convaincre le plus grand nombre. En démocratie, c'est 50 plus 1, 50% plus 1, c'est ce qu'on essaie en train de faire et je crois que cette alliance... Pour les élections européennes, l'extrême droite européenne justement s'allie. Pourquoi pas Reconquête dans cette alliance aussi ? Je ne sais pas ce que c'est que l'extrême droite, en tout cas moi je me considère plutôt dans le camp du peuple face au camp de l'oligarchie, de ceux qui travaillent pour BlackRock et McKinsey, c'est un peu différent. Andrea Cotarac, la prochaine question est une question de Raphaël Bardona. Est-ce qu'actuellement, une dissolution de l'Assemblée nationale, c'est pas la meilleure chose qui puisse arriver à votre parti ? Moi, ça m'étonnerait pas qu'ils fassent une dissolution, non pas qu'ils ne soient pas majoritaires, ce qui est le cas, ils sont une minorité, la LREM aujourd'hui, mais parce que ça les ressemble. Ils avaient promis un référendum sur les retraites, ils ne l'ont pas fait. Ils avaient promis un référendum après la convention citoyenne, la convention climat, ils ne l'ont pas fait. Ils passent en force en 49.3. En réalité, ce qui bloque, c'est la majorité des LREM, et ça ne m'étonnerait pas, vu leur conception un peu étrange de la démocratie, qu'ils détruisent tout en faisant une dissolution. Andrea Cotarac, très rapidement, une question d'Axel Rebaud, très rapidement. Les généralistes sont en grève, est-ce que vous les comprenez ? Ils veulent augmenter leurs frais de 25 à 50 euros par séance. Et moi, je comprends que les Français peinent à avoir de l'emploi. Je vous parlais tout à l'heure des soignants qui sont, je vous le rappelle, les soignants français sont 10% moins bien payés que la moyenne européenne. Donc quand Marine Le Pen dit qu'il faut augmenter les salaires, elle ne le dit pas par démagogie, elle le dit simplement pour rattraper la moyenne européenne. Et c'est comme ça à peu près dans... Andrea Cotarac, merci d'avoir accepté notre invitation, merci d'avoir joué le jeu de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes membre du bureau national du Rassemblement national et que vous êtes l'un des porte-parole du parti. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants, notre observateur de l'actu sera Bruno Jeudi. Avant ça, il est temps de retrouver un nouvel invité dans Face à la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Diana Badiop, vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Vous êtes également adjointe au maire des Mureaux en Ile-de-France et conseillère régionale d'Ile-de-France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Auparavant, Diana Badiop, vous étiez la porte-parole de la liste de gauche Ile-de-France en commun, menée par Audrey Pulvar pour les régionales de 2021. L'année suivante, vous avez été la porte-parole de la candidate à la présidentielle Anne Hidalgo. Diana Badiop, c'est la première partie de Face à la bande et je vous laisse entre les mains d'Axel Rebaud. Diana Badiop, est-ce que vous êtes plutôt NUPES ou socialiste ? Moi, je suis d'abord socialiste et je suis aussi NUPES parce que cette alliance, c'est la possibilité de parler à toute la gauche. Donc pour vous, vous êtes NUPES. Pour vous, c'est pas deux choses qui sont irréconciliables. Alors, il n'y a pas d'irréconciliabilité, ce sont des choses qui pour moi sont complémentaires. C'est-à-dire que je suis avant tout engagée au Parti Socialiste, je suis socialiste, je l'ai toujours été. Et puis, il y a eu cette opportunité au lendemain des résultats de la présidentielle. Il y avait un choix qui était très simple, c'est soit la gauche continuait à se diviser, soit elle faisait une alliance pour les législatives pour pouvoir peser et offrir une véritable alternative à celle que nous avions, c'est-à-dire un choix que nous avons malheureusement eu de nouveau pour les présidentielles, c'est-à-dire soit le camp ultra-libéral de Emmanuel Je vous pose Macron, la question d'Diana Badiop, puisque la réponse apparemment, elle n'est pas évidente pour tout le monde au sein du Parti Socialiste, notamment avec Valérie Rabault, députée PS, qui l'a affirmé il y a quelques jours, je ne suis pas de la NUPES, a-t-elle dit, je suis socialiste. Pour vous, c'est un peu compliqué lorsqu'on a de telles divergences au sein du parti ?
Non, ça n'est pas compliqué parce que vous savez, dans l'histoire de notre parti, il y a toujours eu des sensibilités. Moi, je crois qu'il ne faut pas opposer les deux. C'est-à-dire qu'il y a une complémentarité. La seule chose, c'est que nous avons formalisé ce qui s'est toujours passé à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que nous avons un intergroupe avec des discussions avec l'ensemble des groupes de gauche. Nous avons fait le choix de faire liste commune aux législatives pour permettre à un maximum d'élus de gauche de pouvoir entrer dans l'hémicycle. Nous sommes ceux qui avons permis le plus souvent d'éviter justement que le Rassemblement national soit présent, puisqu'on a bien vu que LREM n'a pas été en capacité d'éviter, alors que... Mais Dieynaba Diop, il y a quand même... On peut avoir des différents courants, mais pour un parti, pour avancer, il faut quand même regarder dans la même direction. Donc aujourd'hui, on a à la fois Valérie Rabault, qui a une ligne donc plutôt vraiment pro-PS seul, et Olivier Faure, qui lui est clairement pro-NUPES. Le parti pour vous n'est pas du tout en train de se scinder en deux. Pas du tout, parce que je vous dis que c'est dans l'histoire du parti, il y a des sensibilités, il y a des choix stratégiques qui ne sont pas les mêmes. Nous avons un congrès qui se déroulera au mois de janvier. Ce sera l'occasion pour les militants socialistes de trancher la question. Et moi, je n'ai aucun doute sur le fait que majoritairement, ils choisiront de rester au sein de la NUPES et de continuer à discuter avec la gauche. Justement, avec ce congrès du PS, donc ce sera le 25 janvier. Olivier Faure, dans le trio de tête, donc c'est le seul qui est véritablement pro-NUPES, face à Nicolas Maillard-Rossignol et Hélène Geoffroy. Donc je comprends par là, vous appelez à voter pour Olivier Faure, le seul pro-NUPES. Évidemment. Je suis un soutien d'Olivier Faure parce que c'est celui qui, depuis 5 ans, a été en capacité de maintenir le cap, à tenir justement le Parti socialiste lorsque beaucoup d'autres sont partis. C'est celui qui a été en capacité de renouer le dialogue avec l'ensemble des partenaires de gauche. C'est aussi celui qui fait entendre la voix des socialistes, non seulement au sein de l'hémicycle, mais aussi en dehors. Nous gardons un certain nombre de lignes qui sont extrêmement claires, notamment sur l'Europe ou encore sur l'Ukraine. Et donc, je crois que avoir un accord électoral ne veut pas dire qu'on est inféodé justement à un autre parti. C'est simplement qu'il y a de la complémentarité. Olivier Faure, justement, lors de l'accord de la NUPES, Dieynaba Diop, c'était lui qui parlait de vouloir renouer avec une certaine radicalité. Quand on entend le mot radical à gauche, beaucoup entendent Jean-Luc Mélenchon, et justement Jean-Christophe Cambadélis, l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste, dit qu'il veut mettre fin à la mélenchonisation des esprits. Il est dangereux, Jean-Luc Mélenchon, selon vous ? Vous savez, moi je crois qu'il faut que ce soit Jean-Christophe Cambadélis ou d'autres socialistes, il faut arrêter cette petite obsession concernant Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon a une ligne politique qui est très claire, qui n'est pas la nôtre, sinon nous n'aurions pas fait un accord électoral, nous aurions fusionné ou nous aurions dissous nos différents partis au sein de la France insoumise, ce qui n'est absolument pas le cas. Chacun garde justement sa personnalité, son identité, et c'est ce que nous allons continuer de faire. On discute, on a des convergences, parfois nous avons des divergences, et lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous le faisons savoir. Donc je crois que ça n'est pas nouveau. La gauche plurielle, justement avec Lionel Jospin, les accords justement du programme commun sous Mitterrand, on n'a rien inventé du tout, on reste juste fidèle à cette tradition de faire le... Dans tous les cas, Dieynaba Diop, cette obsession dont vous parlez quand il s'agit de Jean-Luc Mélenchon, elle traduit quand même une crainte au sein du PS. Vous dites quoi en fait à tous ces socialistes qui ont peur en vérité d'être absorbés par la France insoumise, d'être même soumis, de voir le PS soumis à LFI ? Moi, je dis à tous ces socialistes, c'est que il faut affirmer ce que nous sommes. Et puis, je crois qu'il ne faut pas se mettre dans un état de faiblesse. Moi, je crois que les Françaises et les Français savent exactement ce que porte le Parti socialiste. Olivier Faure le fait entendre au sein de l'hémicycle, tout comme Boris Vallaud, tout comme tous les autres députés. Je crois qu'il ne faut pas se jouer à se faire peur. Et si nous voulons justement dépasser cela, je crois que ces personnes, en fait, ont oublié que pour être audible, on n'a pas besoin de casser les jambes de son partenaire. Au contraire, il faut être en capacité de discuter avec lui, de le faire venir sur ses propres positions. Et puis surtout, je crois qu'il faut parler aux Françaises et aux Français. C'est ça qui est le plus important. Il faut arrêter ces guerres intestines au sein de la gauche. Si on ne veut pas qu'elles disparaissent
tout simplement lors des prochaines échéances électorales. Dina Diop, justement, vous parlez d'être audible aujourd'hui. Dina Diop, vous êtes porte-parole d'un parti qu'on n'entend pas en France. Pourquoi est-ce que le Parti Socialiste est si inaudible au sein de la NUPES ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre place au sein de la NUPES que la ligne LFI ? Parce que vous dites aujourd'hui on est la gauche plurielle, c'est une union qui est nécessaire, mais on n'entend pas véritablement la voix du PS. C'est uniquement la voix de la France Insoumise aujourd'hui qu'on entend. Mais alors je suis pas d'accord, absolument pas, parce que nous la voix du Parti socialiste, elle est entendue, la voix d'Olivier Faure, elle est entendue. Simplement, il y a aussi ce que les médias, ce que les journalistes, mais aussi justement ce que certains socialistes veulent distiller comme petite musique. Moi, je me sens pas inféodée par la France insoumise. Moi, je me sens profondément socialiste et profondément de gauche. Je vous rappelle que dans les collectivités territoriales, ce sont les socialistes qui sont majoritaires. Je vous rappelle aussi que dans les régions, nous sommes le premier parti de gauche. Donc, je crois qu'il faut arrêter d'avoir un miroir grossissant sur les présidentielles qui n'est pas l'alpha et l'oméga des rapports de force des partis de gauche en France. Dina Diop, merci. Restez bien avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste et on vous retrouve dans quelques instants. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, vous allez retrouver Bruno Jeudi qui ce soir est notre observateur de l'actu. Avant ça, il est grand temps de retrouver la bande. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dina Diop, vous allez faire Face à la bande. Elle est composée d'Axel Rebaud, d'Adrien Hardy, de Quentin Leport et de Raphaël Bardena. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste. Quentin, vous posez la première question. Madame Diop, comment expliquez-vous que le Parti Socialiste, qui était encore au pouvoir il y a 6 ans, ait autant de mal à s'imposer sur le plan national aujourd'hui ? Je crois qu'il y a eu un sentiment de défiance qui s'est installé suite à la déception qu'il y a pu avoir après le quinquennat de François Hollande. Moi, je crois que c'est assez injuste parce qu'il a mené un certain nombre de réformes. Il a été aussi un président qui a aussi beaucoup protégé les Françaises et les Français. Nous avons eu de grandes avancées sociétales, mais le problème, c'est que une partie du peuple de gauche s'est sentie trahie et depuis, nous avons eu Emmanuel Macron qui est arrivé et les gens le rendent responsable à tort de l'arrivée d'Emmanuel Macron. Et pensez-vous que François Hollande soit responsable partiellement de la situation actuelle du Parti Socialiste ? Je crois que c'est pas une question de responsabilité. Je crois que lorsque vous appartenez à un parti politique, la responsabilité, elle est collective. Et c'est pour ça que moi, je suis au bureau national du Parti Socialiste depuis 4 ans. Je travaille auprès d'Olivier Faure. Et je crois que ce qui est important, c'est de renouer avec justement ce rapport de confiance avec les Françaises et les Français. Nous y travaillons. Je crois qu'il faut aussi accepter que nous ne sommes plus le parti central à gauche, mais moi je crois très sincèrement que nous avons encore toute notre place parce que je l'ai rappelé tout à l'heure, dans les collectivités territoriales, au niveau des régions, nous restons le premier parti de gauche aux responsabilités. Dina Diop, la prochaine question est signée Adrien Hardy et elle concerne la fin de vie. La légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie est un projet de loi qui divise les Français. Quelle est votre position sur le sujet ? Nous, notre position, elle est très claire, c'est-à-dire que au sein du Parti socialiste, nous prenons le fait de pouvoir choisir sa fin de vie. Il faut qu'évidemment ce soit encadré, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des professionnels, que la personne soit accompagnée, mais nous estimons que chacun doit être en capacité de choisir sa fin de vie et ne pas être dans l'obligation parfois de quitter notre pays pour pouvoir le faire ou encore de le faire de manière clandestine. Je crois qu'il faut rester dans la dignité jusqu'au bout. Et rester dans la dignité jusqu'au bout, c'est laisser la personne choisir sa fin de vie lorsque elle estime qu'elle souffre trop ou qu'elle a des raisons objectives de devoir y mettre fin. Je vous propose de retrouver Axel Rebaud pour une nouvelle question et cette fois, elle concerne Stéphane Le Foll. Dina Diop, Stéphane Le Foll, le maire socialiste du Mans, estime que le Parti socialiste est un parti rabougri et verrouillé. Vous répondez quoi aujourd'hui à l'ancien ministre de François Hollande ? Je lui réponds que j'aimerais pouvoir discuter avec lui de ce qu'est le Parti socialiste, parce que Stéphane Le Foll
vient plus discuter avec ses camarades depuis plus de 4 ans. Et j'aimerais que, au lieu de nous envoyer des tweets ou de s'exprimer dans la presse, il puisse venir dialoguer, justement exposer sa vision du Parti socialiste. Il est le bienvenu au sein même de notre parti. Moi, je crois que lorsqu'on est camarade, on peut s'appeler, on peut discuter. On a un bureau national. Il a toujours été le bienvenu, sauf qu'il a choisi de le déserter depuis 4 ans. Dieynaba Diop, la prochaine question est signée Raphaël Bardena et il va vous parler de Jean-Luc Mélenchon et de Fabien Roussel. Justement, Dieynaba Diop, qui est le personnage de la gauche le plus embarrassant entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon? Moi, je pense que personne n'est embarrassant. Je crois qu'il faut arrêter de vouloir, distribuer des bons ou des mauvais points aux uns et aux autres. Moi, je crois qu'aujourd'hui... Donc c'est l'école des fun, tout le monde a gagné. D'une véritable alternative et d'avoir des projets pour qu'on puisse sortir de ces inégalités qui n'ont cessé de se creuser depuis plus de 5 ans. On a besoin d'avoir une gauche forte pour pouvoir transformer la vie des gens, pour pouvoir justement entamer une transition écologique. Mais ça, Dieynaba Diop, je veux bien le croire, mais entre les deux, est-ce qu'il y en a un qui est plus embarrassant que l'autre? Je sais que la réponse est oui, mais lequel c'est pour vous? Mais moi, je ne trouve personne embarrassant. Personne, d'accord. Excusez-moi, mais je n'ai pas pour objectif, lorsqu'on fait de la politique, on n'est pas là pour dire qui est embarrassant et qui ne l'est pas. Moi, je crois qu'on est là pour essayer il y a des divergences, on les affirme, mais moi, je n'ai ni l'envie, ni le droit de dire qui est embarrassant et qui ne l'est pas. Eh bien, la prochaine question est une question qui vient de Twitter et qui est posée par Pierre de Lourdes. Dieynaba Diop, vous avez été porte-parole d'Audrey Pulvar, porte-parole d'Anne Hidalgo et désormais porte-parole du PS. Vous n'avez pas l'impression de porter la poisse plus que la parole? C'est pas moi qui pose la question, c'est Pierre. Alors... J'étais porte-parole du Parti socialiste avant même d'être celle d'Audrey Pulvar lors de notre campagne au régional. J'ai été ensuite celle d'Anne Hidalgo. Vous savez, je pense qu'il faut sortir de ce type d'allégations qui sont, excusez-moi, mais complètement déplacées. Moi, je suis quelqu'un qui a des convictions. Moi, je ne suis pas là pour regarder quel est le score des uns et des autres pour savoir si je crois à ce que je porte. Moi, je porte un certain nombre de valeurs comme celle de justice sociale, comme celle du progrès partagé et peu importe si mon parti fait 1%, 6% ou 25%, je resterai fidèle à ce que je suis, c'est-à-dire que je resterai socialiste. Dieynaba Diop, je vais y arriver. La prochaine question concerne encore la NUPS et elle vous est posée par Raphaël Bardena. Dans la NUPS, il y a Julien Bayou qui est accusé d'harcèlement psychologique, Adrien Quatennens qui a reconnu des violences sur sa compagne, Éric Coquerel qui lui est accusé d'harcèlement et d'agression sexuelle. Tous font partie de la NUPS, la même alliance que vous. Est-ce que vous êtes encore à l'aise au sein de la NUPS, Dieynaba Diop? C'est pas une question d'être à l'aise ou d'être mal à l'aise. Nous sommes très clairs sur le fait qu'à partir du moment où il y a des violences et que les choses sont reconnues, la personne ne doit pas revenir au sein de l'hémicycle. Olivier Faure a été très clair sur ce sujet et d'ailleurs il a été le seul à dire très clairement qu'il ne souhaitait pas le retour d'Adrien Quatennens au sein de l'Assemblée nationale. Moi je crois que il faut que justice se passe. On pourrait aussi parler des ministres qui sont accusés de violences sexistes et sexuelles et qui sont toujours en exercice dans notre pays. Je crois que chacun doit faire en sorte de protéger les femmes. C'est ce que nous avons fait au Parti socialiste. Nous avons une cellule justement pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Nous partons du principe que les femmes doivent être entendues, on doit respecter leurs paroles et on doit tout de suite suspendre la personne de ses responsabilités jusqu'à ce que la justice puisse être rendue. Et très rapidement, une nouvelle question d'Axel Rebaud concernant Julien Bayou. Vous avez été très clair, Dieynaba Diop, sur Adrien Quatennens, vous ne voulez pas qu'il revienne. Qu'en est-il de Julien Bayou? Il n'y a pas eu de plainte à son encontre. Je vous entends pas très bien, excusez-moi. Julien Bayou, est-ce qu'il a, lui, sa place encore dans l'hémicycle? Moi, je crois que pour Julien Bayou, le problème que l'on a, c'est que il a voulu être entendu au sein de la cellule de Europe Écologie Les Verts. On ne lui a pas donné l'occasion de le faire. Il n'y a aucune plainte aujourd'hui contre lui. Il n'y a pas de faits qui lui sont directement opposés. À partir de ce moment-là, on peut pas se saisir de cette question. Mais si effectivement il y a une saisine très rapidement, Dieynaba Diop, de la même manière, il doit se retirer le temps que la justice passe.
C'est la fin du temps imparti. Merci beaucoup Dieynaba Diop d'avoir accepté notre invitation et d'avoir accepté le principe de Face à la bande. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Parti Socialiste et conseillère régionale d'Île-de-France. Face à la bande, votre rendez-vous politique. Dans quelques instants sur MRG Hits et MRG TV, notre prochain invité sera Bruno Jeudi, journaliste de BFM TV. Avant ça, il est temps de retrouver Gwen Stefani que nous n'avions pas eu tout à l'heure. Et donc c'est Gwen Stefani, What You're Waiting For, et c'est actuellement sur MRG Hits en direct, bien évidemment. 20h, l'invité, votre rendez-vous politique. Bientôt la fin de 20h l'invité, le rendez-vous politique de MRG. Notez bien, on est là en direct tous les premiers vendredis de chaque mois. Et si vous avez raté le début de l'émission, vous pouvez retrouver le replay en podcast sur le site de MRG et en vidéo sur notre chaîne YouTube. L'Observatoire de l'actu. Chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est Bruno Jeudi. Je rappelle que vous êtes ancien rédacteur en chef politique de Paris Match et que vous êtes désormais journaliste politique pour BFM TV. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bruno Jeudi, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué pour le mois de novembre ? Le mois de novembre. Le temps passe tellement vite. L'actualité. Je pense que l'actualité majeure, ça reste quand même l'Ukraine. La guerre en Ukraine me paraît quand même, parce que c'est le début de l'hiver, qu'on a vu les premières images du conflit, de cette guerre qui se déroule à nos portes en Europe, avec la neige, le froid et la contre-offensive réussie par l'armée ukrainienne et le recul des Russes à Kherson, la première ville qui avait été conquise par l'armée de Poutine. Donc, pour moi, ça reste quand même, s'agissant de l'actualité internationale, le fait majeur. Et en France, si on s'en tient à la scène politique française, le fait majeur, c'est sans doute les 49.3 auxquels le gouvernement a dû avoir recours pour faire passer ses budgets, 5,49.3 pour faire passer le budget, la loi de finances et le budget de la Sécu. En soi, c'est pas forcément un événement puisque on se souvient que Michel Rocard dans les années 80, début des années 90 avait utilisé le 49.3 à plus de 27 ou 28 reprises. Mais là, c'est le signe palpable qu'Emmanuel Macron n'a pas de majorité absolue et que pour faire adopter le texte de loi le plus important d'une année, c'est-à-dire le budget, il est obligé de passer par le 49.3. Sinon, son budget ne passe pas. Les oppositions se sont divisées et elles n'ont pas pu renverser le gouvernement puisque aussi bien la NUPES le Rassemblement national ne parviennent pas à avoir suffisamment de voix pour renverser le gouvernement d'Elisabeth Borne, parce que on l'a vu sur ces motions de censure, les Républicains ne s'associent pas à la gauche et au Rassemblement national. Et est-ce que vous pensez qu'Elisabeth Borne va en ressortir affaiblie de ces nombreux 49.3 ? Non, je ne pense pas qu'elle sorte affaiblie de ces nombreux 49.3, parce que au fond, c'est un outil qui existe dans la Constitution et même si c'est toujours été dénoncé par les oppositions quelles qu'elles soient et notamment à gauche comme un des outils constitutionnels inventés dans cette Constitution chère au général de Gaulle, elle ne sortira pas affaiblie. En revanche, on voit bien que ce sera compliqué pour la suite du quinquennat parce que la Constitution modifiée en 2008 interdit d'utiliser plus d'une fois le 49.3 par session en dehors du budget. Donc, en gros, il reste, c'est un fusil à un coup, et une fois que les budgets sont passés, eh bien, elle pourra l'utiliser qu'une seule fois. Donc, il va falloir que le gouvernement fasse des compromis pour passer les autres textes, probablement avec les Républicains, peut-être un petit peu avec la gauche modérée. Mais ce sera très compliqué pour Elisabeth Borne de faire passer des textes. On aura tout de suite en janvier, on aura un test majeur avec la réforme des retraites qui arrivera à l'Assemblée nationale probablement c'est l'hiver prochain. Et puis il y aura aussi le texte sur l'immigration qui sera aussi un des autres textes. Mais je remarque quand même que pendant le mois de novembre, elle a réussi à faire passer le texte sur la réforme de l'assurance chômage,
qu'elle a réussi à faire adopter et au Sénat et à l'Assemblée nationale sans avoir recours au 49.3 et évidemment avec une partie des voix des Républicains. Bruno Jeudi, quelle est pour vous la personnalité politique qui est au top ce mois-ci, sur le mois dernier, donc le mois de novembre? Sur le mois de novembre, la personnalité qui a marqué... Oui, à qui vous adresseriez un top française? Voilà. C'est-à-dire qu'en creux qui a marqué, ce sont les déboires qui ont conduit pour l'instant à sa mise à l'écart de son parti ou de sa forme, en tous les cas de l'Assemblée nationale. C'est Adrien Quatennens qui était le dauphin entre guillemets de Jean-Luc Mélenchon. Donc ça c'est un flop plutôt. Par une affaire. Comment ? Ça c'est plutôt un flop du coup. C'est plutôt, j'entends pas très bien. Ça c'est plutôt un flop. Oui, c'est qui a marqué dans le sens positif. Oui, dans le sens positif, très rapidement. Qui a marqué dans le sens positif. Je dirais que Bruno Le Maire reste quand même le ministre majeur du gouvernement, malgré les difficultés économiques de la rentrée, alors qu'on annonçait beaucoup de difficultés pour l'équipe d'Elisabeth Borne avec les questions de pouvoir d'achat, les questions de salaire, l'hyperinflation. On voit qu'ils ont réussi à s'en sortir. L'automne social qu'on leur promettait explosif a été difficile. Il y a eu la grève dans les raffineries, il y a eu le conflit dans les stations-service. On a vu un gouvernement qui a été mis en difficulté. Alors, Bruno Jeudi, malheureusement, le temps file. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste pour la chaîne BFM TV. Merci d'avoir commenté l'actualité politique. L'Observatoire de l'actu. Le 4e numéro de 20h l'invité, c'est déjà fini. Merci à nos invités d'être intervenus sur notre antenne. Le porte-parole du Rassemblement National et la porte-parole du Parti Socialiste. Je parle donc d'Andrea Cotarac et de Dieneba Diop, ainsi que le journaliste politique Bruno Jeudi, qui était notre observateur de l'actu. Merci également à la bande Axel Rebaud, Adrien Hardy, Quentin Leport et Raphaël Bardena, sans oublier Alexis Braga pour la préparation de l'émission et à qui nous souhaitons bonne route. Raphaël Bardena que vous retrouvez d'ailleurs dans quelques secondes en compagnie de toute son équipe. Avant ça, je vous dis au revoir en musique avec Blurline de Robin Thicke et je vous dis au mois prochain avec un nouvel épisode de 20h l'invité en direct et je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.